Bonjour, bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Oak Island Research pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. 98% des commentaires que vous envoyez sur la chaîne sont positifs, j'ai 2% de négatifs. On va continuer. Et on va continuer avec une vidéo que je viens de livrer en anglais. Elle a été publiée dimanche ou lundi, je sais plus. Et maintenant je vais essayer parce que vous avez rattrapé le retard sur les Américains sur certaines parties de cette énigme. Et je peux me permettre maintenant de faire des vidéos qui expliquent ou qui démontrent certaines choses, les trouvailles et autres. Et maintenant je peux les faire en anglais et en français. Vous êtes au même... Vous avez rattrapé le retard sur les Américains. Vous avez rattrapé en 3 mois ce que j'ai mis 3 ans à produire pour eux. Mais bon, l'important c'est qu'on soit au même niveau. Néanmoins, cette vidéo-là va finir un premier cycle, qui est le cycle de la carte de Zina Halpern. Et après, j'ai toute une série de vidéos qui va arriver, qui existe en anglais déjà, et que je fais remanier pour vous en français. Et pour moi, et pour mon ami Chico qui est toulousain et qui suit les aventures de cette chaîne depuis le premier jour en anglais. Chico devait être un des 4e viewers de la première vidéo et pressentait qu'on allait en trouver, en découvrir. Pourquoi je parle de Chico? Parce que lui-même disait t'inquiète pas Olivier, les versions françaises vont prendre et au fur et à mesure ça va s'étendre. Alors, oui, je sais pourquoi, excusez-moi, j'ai fait du sport, je suis un peu fatigué ce soir. Oui, Chico me disait, attends qu'ils découvrent la partie, la deuxième partie et ils vont halluciner. Donc je ne peux que attendre, ça me démange et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo tout de suite, de la traduire en français et de vous l'amener 4 jours après la vidéo anglaise. Généralement, on attend un petit peu le temps qu'elle fasse un peu de view. Bon, je vous rassure, je fais pas ça pour l'argent. Alors, je me suis pas présenté, je suis ingénieur de formation, je suis chef d'entreprise, donc mes revenus viennent pas de ma chaîne YouTube et ne fantasmez pas, la chaîne YouTube qui est là ne m'a pas permis de quitter mon job et d'en vivre, c'est toujours du loisir. Voilà, alors, re-bienvenue et je suis très content de vous avoir et on est parti pour 25-30 minutes et je vais vous expliquer que la carte de Zina telle qu'on l'avait positionné il y a 3 ans, parce que maintenant ça fait 3 ans avec Michael, mon ami Michael américain. Si vous parlez anglais, allez voir sa chaîne, il est phénoménal. On avait donc positionné cette carte, puis je vais vous le réexpliquer grâce à quelques indices. Et en fait, depuis 3 ans, on a trouvé beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui sont associées à ces premières recherches. Et maintenant, je suis capable de vous montrer 7 points de démonstration, c'est un peu le but de cette vidéo, qui prouve que la carte est positionnée telle qu'elle doit être positionnée et avec le bon angle, la bonne dimension et au bon endroit. 7 preuves. Alors des preuves, vous allez me dire c'est peut-être un peu fort, mais on va voir, on va analyser ça. Et j'ai beaucoup de détracteurs, notamment aux États-Unis, qui disent que cette carte, je vous avais déjà expliqué, c'est un hoax, c'est faux, c'est fake. Je pense que s'ils regardent cette vidéo en toute objectivité, à la fin de la vidéo, on peut plus dire que tout ça, c'est des fantasmes dans notre cerveau. Alors on est parti. Donc voilà, on y revient, voilà la carte positionnée correctement, on voit l'île qui est en dessous là. Donc cette carte, je vous rappelle, a comme principal, il y a 3 clues, 3 indices cachés. Le premier qui est le petit verre, comme je vous l'ai montré dans des vidéos passées, ça c'est la première chose que moi j'ai trouvé. Il y avait un truc étrange avec ce verre parce qu'il tapait directement dans le cadran. Et on s'est rendu compte qu'en fait cette ligne rouge, celle-là, ce qu'on appelle maintenant la Ver Line avec Michael, c'est une ligne qui est positionnée exactement est-ouest. Et c'est pas exactement comme ça qu'il voulait qu'on le trouve, mais on l'a trouvé. Et après, je vais vous montrer dans une des preuves comment il voulait qu'on travaille cette première ligne. Donc le premier indice qui est en rouge, c'est la ligne est-ouest. La deuxième indice, alors qui était un peu plus tordu parce qu'elle utilisait la langue des oiseaux, comme ce petit oiseau ici nous le dit, c'était l'intersection. En fait, l'indice il est là, il est dans petite. Et on voit que le I, il coupe les 2 T. Et donc on a coupé les 2 T. Et le point d'atterrissage, on voit que quand on coupe les 2 T, on arrive à une ligne qui passe par une des branches et un des cônes qui délimitent la croix de Nolan. Et qui nous faisait atterrir ici à 7. Donc ça c'était le deuxième indice, qui est expliqué dans mes vidéos premières. Si vous découvrez la chaîne, prenez le temps. J'ai fait une... Ah oui, important pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une playlist en français et une playlist en anglais. Donc maintenant vous pouvez voir les vidéos dans la bonne séquence, dans la langue de votre choix. Il suffit d'aller voir les playlists.
Bien, donc le deuxième indice en vert, c'était ce qu'on appelle l'indice du set petit, qui nous amène à ce point que nous, on a baptisé le set point. Hein, il faut entendre Michael dire set point avec son bon accent américain, mais il essaye, il fait des efforts. Le troisième indice, c'était l'atterrissage qui est indiqué ici, l'atterrissage qui part de là, et on se rend compte que si on fait partir la ligne de Frog Island, qui est l'île qui est à côté, cette ligne passe par l'extension, le 429 extension point, et finit aussi au set point. Hein, set point, extension point, on est parti de là. Si vous continuez cette ligne, on atterrit où? On atterrit exactement là, sur l'autre carte. Donc ça, on peut dire c'est des hypothèses, et on ne peut pas encore le prouver. Cette vidéo va nous permettre d'avancer. Donc ça, c'était les 3 premières clues qui nous permettaient de positionner la carte, les 3 premiers indices. Et le dernier, c'est cette fameuse distance de 1347 pieds d'avant 1660. 1347 pieds d'avant 1660, ça représente exactement la distance qui est en bleu. Et c'est là où Michael m'a commencé à me bluffer, parce que je ne l'avais pas vu et lui il l'avait compris, que cette distance, qui est une échelle, c'est l'échelle qui va de 7 à 429. Et étonnamment, quand la carte est correctement positionnée et dimensionnée, cette même distance, c'est la distance de 7 à la hampe. La hampe étant un levier du mécanisme souterrain, comme ça a été expliqué dans la vidéo qui s'appelait « Qu'y a-t-il sous Oak Island ?» Ça va, on est revenu, on est tous ensemble, on est bien. Donc ça, c'est un peu le résumé des opérations précédentes. Mais très tôt, on s'est dit avec Michael comment... la question qui nous taraude, c'est « Ok, on a la carte dans la main, on en fait quoi ? Comment on la travaille ?» Ils n'avaient pas Google Earth à l'époque, c'était pas la façon de travailler. Donc on a vraiment ramé pendant des mois à essayer de comprendre qu'est-ce que l'auteur et l'architecte, ou surtout l'auteur de la carte, comment il voulait qu'on l'utilise. Et on pense quand même qu'il devait y avoir une petite note explicative sur le côté qu'on n'a jamais eu, parce que nous, on a mis 3 ans à faire du reverse engineering avec. Donc la même carte, le même positionnement, mais vu de plus loin, et on voit donc Frog Island, c'est celle-là, Frog Island, hein, l'île de Grenouille, et on voit le point d'atterrissage. Le point d'atterrissage, on va le suivre, on va le suivre, on va le suivre. Il passe par l'extension point. Je vous rappelle que la croix de Nolan, elle fait uniquement ça, et que ce point extension qui est là, extension, c'est ce qu'on appelle le point d'extension, ce n'est que la distance de ça qui est reportée, hein, pour faire un losange régulier. Donc nous, on appelle ça le point extension. C'est un point virtuel, alors que tous les autres points ont un rocher. Juste pour rappel, il y avait un rocher en bas, un rocher, on appelle ça des cônes en anglais, un rocher ici, un rocher ici, un rocher ici qui déterminait la croix, pas de rocher au milieu. Et c'est Fred Nolan, dans les années 80, fin 70, début 80, qui a compris, parce qu'il était géomètre de formation, donc ce point n'existait pas, voilà, il avait ça sous les yeux, et il a compris qu'on était en train de parler d'une croix, parce qu'il y avait des équidistances, et puis il a creusé au milieu, et il a trouvé une tête enfouie, le seul cône qui était enfoui, le seul rocher, il était au milieu, on appelle ça le headstone, H-E-A-D, pourquoi ? Parce que H-E-A-D, qui veut dire tête, parce que elle est, si vous recherchez sur internet, vous tapez Oak Island Headstone, H-E-A-D-S-T-O-N-E, eh bien, elle a été taillée pour avoir la forme d'un visage, la forme d'une tête. Moi, ça n'a pas été enregistré à l'époque où ils l'ont découvert, vers quoi elle regardait. Moi, je pense que ça aurait été essentiel de regarder l'angle, mais bon, on n'a pas cette info. Ok, donc voilà la partie de droite. Hein, l'atterrissage est ici. Non, je pense qu'on devait commencer par l'atterrissage et aller chercher le point d'extension qui était recalculé par rapport à la dimension de Nolan Cross pour avoir cette première ligne. La deuxième ligne, c'est la ligne vert, la ligne pure est-ouest. Hein, on est orienté plein nord, là, hein, la carte est orientée plein nord. Donc c'est la ligne pure est-ouest. Ah, c'est ma machine à café, excusez-moi. Et la ligne pure est-ouest qui est ici, qui continue et qui passe par le cadran, parce que c'est comme ça que je l'avais repéré moi. Eh bien, elle va passer par ce point qu'on va étudier un petit peu plus tard. Et surtout, elle arrive sur Round Island. Elle s'appelle, celle-là, c'est Round Island, l'île ronde. Et elle n'arrive pas n'importe où sur Round Island, on va le voir tout à l'heure. Donc ça, c'est le modèle de positionnement général de la carte dans la baie de Mahone avec les autres îles. Et on voit bien que les autres îles servent finalement, si on regarde ça, à téléguider notre carte. C'est-à-dire que il suffit, c'est comme 2 baguettes chinoises. Vous avez une baguette qui est ici, qui enregistre sur ce point-là, hein, d'accord, et qui continue. Vous avez une baguette ici,
Juste avec ces deux baguettes, finalement, vous avez le positionnement. Il n'y a qu'une solution pour arriver à positionner la carte correctement. Fallait-il encore savoir qu'il fallait faire l'atterrissage et en fait partir de Rhode Island et tracer une ligne pleine ouest. Et ça, on n'avait pas les instructions. Hein. Ça, on a fait du reverse engineering. Bien, on continue. Avec un peu de transparence maintenant. Ça, c'est les outils modernes. Hein. PowerPoint est génial pour ça. On peut prendre maintenant dans les versions à partir de 2013. On peut prendre une image et la mettre en transparence, ce qui fait qu'on peut superposer deux images et comprendre les relations entre deux éléments de carte. Et évidemment, sans cette fonctionnalité et sans Google Earth, on n'aurait jamais pu travailler comme on a travaillé. Donc voilà le positionnement, hein. On reconnaît bien notre carte. Le cadran, on appelle ça le cadran, avec la rampe, cet endroit si particulier qu'on a déduit, puisque la rampe est finalement représentée par ça, puisque c'est la hampe de la lance qui est ici. C'est pas la seule raison qui nous fait penser que c'est la hampe, on est à peu près, parce qu'on l'a retrouvé par calcul et par distance. Donc ça c'est la landing, hein, l'atterrissage, la ligne de l'atterrissage sur, il est là, hein, sur Frog Island, qui tape dans le 429 extension point. Pourquoi 429 ? Parce qu'elle a 429 pieds US moderne de la headstone, c'est juste sa forme géométrique, et qui finit sur le point qu'on a appelé, nous, arbitrairement le set point. Ok, donc ça, on va partir de ça, et maintenant, c'est la suite. Quand la carte de Zina Halpern est correctement positionnée, dimensionnée et élargie, eh bien, on a 7 éléments remarquables qui vont se révéler. Et c'est pas rien parce que ces éléments, c'est quand même assez factuel, vous allez voir. Première vérification, je vais vous en livrer 7. Premier moyen de vérification. Parce que la carte de Zina est correctement positionnée, le relevé topographique de Fred Nolan de 1974, 3 petits points. Ok. Fred Nolan, donc, chasseur de trésors, vivant sur l'île, ayant construit sa maison sur l'île, et existant toujours. Fred Nolan est décédé il y a moins de 10 ans, puisqu'on l'a vu sur le show La Malédiction d'Oak Island. Et son fils Tom, maintenant, vit dans la maison et aide les frères Lagina qui ont racheté l'île en essayant de puiser dans toutes les sources de son père. Son père, c'était un farceur. En fait, il faut bien comprendre que sur l'île, il y avait deux chercheurs de trésors qui vivaient et qui ne pouvaient pas se blairer et qui se sont fait des procès et qu'on finit avec des fusils à pompe, tu passeras pas par ce chemin. C'était la guerre entre Blackmanship et Nolan, la guerre. À un tel point que Nolan, quand il trouvait quelque chose, il le documentait et il le détruisait. Je vais vous montrer ce qu'il a détruit pour nous. Donc là, ça date de 1974. Il faut bien comprendre que sur cette île, notamment sur la partie est, là où il y a le Money Pit, il y a eu des excavations pendant 240 ans. Et puis alors, il y a des gens qui n'étaient pas archéologues, hein. Ils y allaient à coups de bulldozer, notamment un certain Dunfield qui, en 65, en gros, a bulldozé la partie est de l'île, enlevant tout ce qui était pierre, amoncellement de pierre, tous les marqueurs, tout ça perdu à jamais. Sauf que Nolan et avant lui Roper avait fait des relevés topographiques de l'île. Alors allons-y sur la première vérification. La première vérification, donc on a encore une fois en surimposition, on a mis nos points. Ça, la rampe, ça vient de la carte de Zina, évidemment. Vous reconnaissez le point 429 extension. Vous reconnaissez donc ici la croix de Nolan, hein, qui est comme ça. Alors, à ce sujet, encore aujourd'hui, j'étais en train de chercher d'autres croix catholiques qui ont ces rapports de proportion. J'arrive pas à en trouver, elle est particulière en termes de forme. Et Fred Nolan, parmi ce qu'il avait trouvé, et là je vais sortir de ce mode plein écran pour pouvoir faire des zooms. Voilà. Premièrement, comment Michael positionne sa carte. Eh bien, Michael, on voit par surimposition que Nolan avait mis, ça c'est le bord de mer si vous voulez. Il y a d'autres moyens de positionner la carte, notamment sur ce bord de mer. C'est pas super précis parce qu'en plus la mer monte. On ne sait pas quelle marée il l'a pris. Et donc Michael a eu une idée super géniale. Il a dit en fait, si j'étais Fred Nolan, je prendrais quoi comme point de référence de toutes mes cartes? Eh bien, je prendrais ma maison. Elle est là. Ça, c'est la maison de Fred Nolan qui l'a construit. Et on voit qu'on peut très bien aligner le survey, le relevé topographique de Fred Nolan avec la maison. Là, ça marche très très bien et on a les bonnes dimensions. Et Michael suspecte fortement, pour pas laisser de traces à des concurrents chercheurs de trésors, qu'il a utilisé sa maison comme point de référence de tous ces relevés topographiques. Sur ce relevé topographique, Fred nous montre, et ça n'existe plus parce qu'il les a détruits lui-même,
Ces points-là. Tac, 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 tac. Celui-là et celui-là. En fait, c'était des pilestones en anglais, donc des amoncellements de pierres que Fred Nolan décrit comme faisant 1,80 m à 2 m de haut, d'amoncellements de pierres mis à des endroits particuliers. Il les a relevés sur son relevé topographique et il les a détruits pour être sûr que personne ne trouve ce que lui croyait avoir trouvé. Parce que pour vous la faire courte et pour finir cette première histoire, Fred Nolan, fort de ses découvertes, a décidé de creuser là. Et il n'a jamais rien trouvé, parce qu'il avait pris cet alignement-là, de cette pierre, je ne sais pas quelle autre information il avait, et il a décidé de creuser à cet endroit, il y a encore le trou, hein, et il n'y avait rien. Donc mauvaise analyse, je pense. Ce qu'on a constaté avec Michael, mais là c'est le travail de Michael, hein, tout ce qui est Google Maps, c'est... Moi je suis un peu celui qui imagine des trucs pas possibles et que finalement c'est possible, et lui il est plutôt... je travaille sur des cartes Google, sa tolérance de travail c'est 1 pied, 30 cm. Si dans son travail il a une intersection qui se passe, on va dire, comme ça, s'il y a plus de 30 cm, 1 pied, là il dit ben, c'est que les lignes elles sont pas connectées. Hein, il est hyper rigide sur le niveau de précision. Et c'est très rassurant en fait, parce que du coup, c'est pas des positionnements faits à la légère, c'est calculé au mètre près, pardon, à 30 cm près, au pied près. Reprenons notre histoire de triangle. En fait, donc vous voyez que ces triangles, enfin, pardon, c'est pas des triangles, c'est des pierres qui forment des triangles. Ils vont former certains triangles, comme celui-ci, comme celui-là. Ah, tiens, c'est la bisectrice. Il y a des choses bizarres dans ces stone piles. Notamment, si on prend cet amoncellement de pierres et qu'on le connecte avec l'extension, il est très important ce point d'extension virtuelle. Hein. Rappelez-vous, c'est des cryptiques, les mecs qui ont fait ça. Hein. Ce qu'on ne voit n'est ce qu'on ne voit pas, et ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on doit utiliser. Ces histoires-là. Les matériels sont des points à utiliser, les preuves matérielles, comme les rochers qui forment la croix de Nolan, mais le plus important, c'est celui qu'on voit pas, c'est celui qui construit le parallélogramme ici. Eh bien, si je vais de ce point à la 425 et que je continue cette ligne blanche, pardon, j'arrive où? J'arrive au set point. C'est intéressant quand même. Set point qui est un truc, je vous rappelle, que nous on a déterminé avec Michael, ça vient de là, hein, ça vient de cette espèce d'énigme bizarre avec petite qui nous permet de déterminer ce point. Ben, il semblerait qu'il n'y avait pas besoin de nous, puisque sur l'île, avant que ça soit détruit par Fred Nolan, il y avait des marqueurs comme des outils d'alignement. Hein. Je mets mon œil ici, qu'est-ce que je vois? Je sais que le 429 existe, je regarde cette pierre, je tire ma ligne, tiens, étonnamment, j'atterris sur la set point. Et ben, de la même façon, quand je pars de ce triangle, donc le plus haut ou le plus bas, quand je parle de ce point, pardon, j'ai un triangle, mais c'est pas des triangles, quand je parle de ce point, et que j'attaque celui-ci de point, j'arrive où? Ben, j'arrive sur cette ligne blanche qui continue, qui continue, qui continue, et qui va encore une fois intersecter le set point. Donc, c'est un petit peu comme si, oublions la carte de Zina Alpern, reprenons l'île telle qu'elle était il y a 80 ans, et ben il y avait tout sur l'île pour trouver le set point. Et le set point, pour l'instant, pour nous, c'est encore un point virtuel, hein, il n'y a rien. Il n'y a pas un rocher, il n'y a pas... C'est un point de construction. Parce que la distance set point à la hampe, qui encore une fois est égale à la distance set point au 429, est égale à 1347, ce fameux chiffre que les Américains sont persuadés que c'est la date à laquelle les Templiers sont arrivés sur l'île. Non, c'est une distance en pieds d'avant 1660. Alors j'ai quelqu'un qui m'a écrit, pourquoi pas en mètres? Bah parce que ça marche pas, ça marche que avec des pieds d'avant 1660. Donc c'est ce relevé de Fred Nolan, qui est incontesté hein, dans la communauté, révèle que sur l'île, le set point est identifié par des cônes. Et ça, il pouvait pas le savoir parce qu'il n'avait pas la carte de Zina Alpern décodée, lui. Donc, il n'a pas compris ce que c'était. Donc voilà le set point qui est établi. On continue ? Hop. Alors, hop. Et confirme l'entrée 522. Pardon, il me manquait un morceau. Révèle le set point, c'est fait. Et confirme l'entrée 522. Alors, c'est quoi l'entrée 522 ? Elle est ici en bas à droite. Si je prends l'alignement de celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci, ça fait 3. Hein. Par 2 points, il passe qu'une seule droite. Donc par 3 points, il n'en passe qu'une aussi. Eh bien, si on descend cet alignement de 3 pierres, je vais encore une fois zoomer.
hop, on trouve ici qu'on arrive à ce point à droite, je vais essayer de vous le recentrer, et ce point à droite, celui-ci, là, il s'appelle le 522 Entrance B. Alors ça, c'est Michael qui l'a nommé, il s'appelle pas le 522, je vais un peu réduire la taille de mon... Voilà, 522 Entrance B, c'est nous qui l'avons nommé. Alors c'est quoi ce 522 Entrance B? Rappelez-vous comment est faite la structure sous terre. On a ici le Money Pit qui a été inondé avec la pierre de 90 pieds. Je vais un peu zoomer pour vous parce qu'on va rester sur la partie haute de la carte. Voilà. Et, alors, c'est mon hypothèse, peut-être c'est faux, mais arrivé à une certaine distance, il fallait creuser à 45 degrés tel que la formule nous l'expliquait. Et à 45 degrés, on va creuser sur cette distance. Et là, on a accès à un tunnel qui amène à la rampe, et d'après la formule qui dit que 522 pieds, vous arrivez à la rampe, et ensuite il y a 1065 dans un corridor, d'après la formule, c'est l'épisode d'avant hein, dans les vidéos, et on arrive à la chambre, ils appellent ça la chambre. Donc nous on a appelé ce point, hop, ce point là, nous on l'a appelé le 522. 522 parce que 522 pieds anciens, hein, d'avant 1666 jusqu'à la rampe, tel que la formule nous le dit. Donc c'est le 522. Eh bien, donc ce 522 ne correspond pas à l'entrée verticale du Money Pit. Hein. On est d'accord, il y a une distance entre les deux. Eh bien, ce 522, il est matérialisé ici. Je vais faire un super zoom pour vous. Tac, 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 tac. Et comment on l'a matérialisé, Michael? Et en fait, c'est un génie. Michael, une fois qu'on a positionné la hampe, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis la carte à la bonne échelle, la carte de Zina Alpern, à la bonne échelle, sur la bonne dimension, comme avec les indices qu'on a. Donc la hampe est révélée. Que nous dit la formule? La formule, elle dit stop, ne terrez pas, creusez à 40 pieds avec angle 45 degrés. J'arrive pas à croire que j'y connais par cœur. À 522 pieds, la hampe. À 522 pieds, la rampe. Bah, si on sait où est la rampe, il suffit de faire 522 pieds dans l'autre sens et on atterrit à ce point-là. Et ce point-là, hop, il est là. Ce point-là, en fait, le chêne entré ici a été positionné d'après la carte de Zina Alpern à cet endroit-là et on voit qu'il y a une distance entre les deux. Et bien cette distance entre l'entrée du tunnel qui fait 522 pieds et l'endroit où le chêne était et il fallait creuser, cette distance, et ben c'est, je pense, mais on est dans des, on en discute avec Michael, mais moi je pense que cette distance, que le Oak Enter Here, c'était bien le Money Pit, et que cette distance correspond à cette distance entre A et B. On est en discussion avec Michael parce qu'il a une autre théorie, donc on y réfléchit. Bon, quand même, la carte de Zina positionnée, eh bien le relevé topographique de Fred Nolan nous donne et nous confirme par ce qu'il y avait sur l'île des marqueurs qui étaient des empilements de pierres qui s'alignaient, notamment celui-là avec 3 alignements. Ça révèle le set point et ça révèle, eh ben ça révèle pas le Money Pit, mais ça révèle l'entrée du tunnel qui nous permet d'aller à la rampe, puis après par le corridor de 1065 pieds directement à la chambre forte. Donc ça c'est la vérification numéro 1. Vérification numéro 2. Donc ça je vous ai montré. Lorsque la carte de Zina est correctement positionnée, un autre relevé topographique, celui de Roper. Et lui, il est encore plus vieux. Il est avant que Dunfield détruise la partie est de l'île à coups de bulldozer. Donc ce survey-là, ce relevé topographique, est hyper important et nous parle. Qu'est-ce qu'on trouve sur un tel relevé topographique? On trouve le triangle de pierre, qui est là, hein, c'est un amoncellement de pierres qui a été perdu, mais on a encore une photo en noir et blanc. Ça a existé. On a, ici, on a la cavité, c'est-à-dire que dans les années, je sais plus, on a découvert, enfin, il y a eu un effondrement du sol, et on a trouvé qu'il y avait un autre pit. Et en fait, quand on a l'océan, ici c'est l'océan, hein, vous avez l'océan ici, et on sait que, comme je vous l'avais expliqué, il y a 5 bras qui viennent collecter de l'eau de mer, qui le centralisent dans une boîte, et après, voilà le tunnel sous-marin, hein, ils le disent là, underground tunnel, approximate
j'arrive pas à lire la suite. Underground Tunnel. Mais c'est celui-là qui a inondé le puits, parce que pour eux, le puits, il était là. Pour nous, le puits, il n'est pas là du tout. Hein. Je vais vous montrer où il est. Il est à 60 mètres de là. Donc on pense que ça, c'est un piège à con, en fait. C'était fait en disant creusez là, creusez là, creusez là. Ils ont laissé dans le puits 2-3 coffres et 2-3 choses qui n'avaient pas beaucoup de valeur, mais c'est pas là du tout que ça se passe. Enfin, c'est ce qu'on pense, nous. Donc ce survey, donc, il a été fait en 1937 par Charles Roper sur la demande de W.L. Johnson, qui était un des propriétaires d'une des équipes qui a cherché le trésor dans les années 1830, 1840. Je ne sais pas exactement quand est-ce que Johnson travaillait sur l'île. Mais bon, ça c'est 1937. Ouais, c'est 37, ouais, 37. Alors quand on le superpose, et Michael utilise toujours les mêmes techniques, hein, voilà le trou effondré qui s'est encore élargi depuis, il est représenté là. Ah, là c'est facile d'avoir le bord de mer, hein. On l'a fait à marée basse je crois, pareil, donc elle est positionnée, et Michael se sert de ce qui reste comme trace visible. Donc c'est comme ça qu'il positionne les cartes, et dans le survey, ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est ces pierres. Alors c'est plus des amoncellements de pierres, c'est juste un rocher assez gros qui est percé en son centre, comme si avec un forêt. Drilled rock. Donc c'est des rochers percés. Il y en a 1, 2, 3, 4, et il y en a encore d'autres ailleurs, mais ceux-là sont les plus importants pour nous. Hein, on voit bien approximate location of the underground tunnel, donc c'est par là que le canal d'inondation allait inonder le Money Pit. Mais le Money Pit, encore une fois, il est loin de là où on est. Donc, les voilà, hein. 1, 2, 3, 4. Alors, Michael leur donne des petits noms. On Rock, Drill Rock, East, North, etc. Il y a un Site Rock. Alors lui, il pense, je suis assez d'accord avec lui, qu'il y a une première pierre trouée au milieu, une deuxième pierre, là, le On Rock, trouée au milieu, et bien par deux trous, il passe qu'une ligne, donc je peux voir, c'est un peu comme une, c'est pas une longue vue, parce que ça grossit pas, mais ça permet de, comment dire, de tracer une ligne sur un cap donné, parce que on ne peut voir qu'un endroit en alignement notre vision sur les deux trous. Et cet endroit, c'est quoi? C'est pas, alors je me suis trompé, c'est pas le 522B, c'est pas l'entrance, c'est pas non plus le chêne, c'est pile entre les deux. En fait, Michael a démontré dans une de ses vidéos, démontré encore une fois, hein, à essayer de prouver, que par calcul de ce qu'on a fait comme calcul, je vous ai dit qu'on en avait trouvé le 522. C'est facile, il suffisait de repartir de, je vais remettre du rouge, de repartir de la rampe maintenant qu'elle était positionnée. Et le hawk, ben le hawk il est aligné avec la rampe, et Michael l'a calculé par diamètre. Ça, je vous l'expliquerai peut-être une fois. Mais en tout cas, on voit que les drill rock, les rochers percés, nous donnent comme ligne de mire exactement le centre entre le hawk, qui est un chêne, qui devait exister à une époque, et l'entrée qui est là. Ah, c'est assez, ça me bluffe, parce que les rapports topologiques, ils mentent pas. Ils mentent pas, ils n'ont pas été imaginés, ils ont été faits par des gens qui ne connaissaient même pas l'île. Roper, ça devait être la première fois qu'il mettait les pieds sur l'île, c'est Johnson qui lui a demandé, qui l'a payé, mais Roper a jamais cherché de trésor. Roper, c'était un topographe professionnel. Et donc il arrive à ça, ça fait quand même déjà beaucoup de coïncidences. On continue? Donc déjà, ça confirme le chêne entré ici, ou cette zone où il y a l'entrée du tunnel 522. D'autre part, et il confirme aussi le set point, encore une fois, et confirme le positionnement de la rampe. C'est-à-dire que, donc, il est là, hein, notre géode, si vous voulez, avec le on rock, et si on tire une ligne qui est trouée, qui a un trou, si on la déplace, j'imagine, et qu'on vise maintenant ce rocher-là, hein, il y avait 4 rochers, et bien on arrive où? Et alors là, faites confiance à Michael, on arrive au set point. Ok, je suis d'accord avec vous, je fais une erreur de 1 degré ici dans mon alignement. Ça finit, la ligne elle finit par là avec une erreur de 1 degré, mais 1 degré multiplié par la distance. Donc ça fait une grosse déviation. Et là, je vous prie de me faire confiance. Et si vous ne me faites pas confiance, allez voir les vidéos de Michael. Vous serez convaincu que quand ce garçon travaille, c'est au pied près, donc à 30 cm près. Donc il n'y a pas d'erreur sur l'angle. Je vais vous le zoomer. Il n'y a pas d'erreur sur l'angle. En plus, c'est Google Earth. Donc Google Earth, je prends une première donnée, je prends une deuxième, j'étends le truc et ça nous arrive sur le set point, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce set point que personne ne connaissait avant nous, finalement, parce que c'est en décodant la carte de Zina Alpern qu'on a découvert son existence. Mais en fait, toute l'île lui parle.
toute l'île renvoie à ce set point, que ce soit les piles, les amoncellements que Nolan avait trouvés qui ne sont plus sur cette carte, hein, puisque je me concentre maintenant sur le deuxième relevé topographique, et sur ce dropper, ben, il est clair que ça pointe encore une fois vers le set point. Et ça pointe vers où aussi? Vers la rampe. Ah bon, pourquoi? Eh bien parce que, hop, hop, quand maintenant je prends cet alignement, ce rocher plus ce rocher, et que je continue la ligne, par 2 points ne passe qu'une ligne, je tombe sur la rampe. Qui nous, on l'a positionné grâce à la carte de Zina Alpern. En fait, on n'a pas besoin de la carte de Zina Alpern si on sait ce qu'on fait. Et si on avait encore accès à ces rochers qui n'existent plus, évidemment, tout ça a été bulldozérisé. Si on avait pu, avec Michael, être sur l'île il y a 100 ans, on n'avait pas besoin de la carte de Zina Alpern. Non, j'exagère. Mais tout se parle. Hein, et c'est pas fantaisiste. La carte, elle nous montre bien tout ça. Donc les gens qui pensent que c'est une plaisanterie moderne, eh ben, même si c'est une plaisanterie moderne, je peux vous dire que les mecs qui ont fait la plaisanterie, ils y ont passé du temps, parce qu'il fallait le comprendre, le set point et la rampe, et la relation avec des rochers qu'on retrouve maintenant par les anciens relevés topographiques. Donc ça, c'était la preuve numéro 2. J'en ai encore un peu sous le coude, mais ça va aller un peu plus vite. Lorsque la carte de Zina Alpern est correctement placée, la distance entre Conde Headstone, Conde, qui est le bas de la croix de Nolan, Headstone, qui est le centre, le croisement de la croix de Nolan, avec un rocher qui était enterré 3 mètres sous terre, qui avait une forme de tête. D'accord? Donc cette distance-là, quand la carte de Zina Alpern, ça c'est sur l'île, hein, c'est pas sur la carte. Eh bien cette distance-là, c'est exactement cette distance-là quand la carte est correctement positionnée. Et d'ailleurs, vous voyez le petit zigouigoui qui est là? Le petit zigouigoui qui est là, ça, on dirait que c'est pour mesurer. Hein? J'ai un bâti comme ça là. Et pour mesurer, ben, je crante ma règle et puis je mesure. C'est un petit peu ça que ça nous fait penser. Eh bien, il s'avère que quand la carte est correctement élargie et positionnée, ces distances sont exactement les mêmes. Ce qui est assez bluffant, mais ça peut être une coïncidence. Le problème, c'est que quand on fait ça, eh bien, vous voyez que le cadran ici, je ne l'ai pas mis, mais je vais vous le révéler. Le cadran a 2 croix, et cette croix-ci, celle-là, eh bien, quand on remonte et qu'on la continue, oups, alors voilà, là je le fais à main levée avec une tablette, c'est pas pratique, voilà. Eh bien, ce point de contact, c'est exactement la fin du S. Et c'est pas écrit sur cette carte, mais c'est cône, j'arrive pas à écrire ce soir, cône A. Donc c'est un des rochers, c'est le rocher du haut de la croix de Nolan. Eh bien, croyez-le ou non, cette distance, je peux pas changer de couleur sur un plein écran, cette distance, c'est exactement égal à cette distance quand je m'arrête pile sous la tête de lance, donc si je garde uniquement la rampe, le corps. C'est un petit peu, et je vais vous le montrer dans l'écran suivant, c'est un petit peu quand on combine les deux, de se dire, mais en fait, le cadran qui est là, c'est la croix de Nolan, ou en tout cas c'est une partie. La croix de Nolan, c'est la partie inférieure, et c'est la partie qui va du cône A jusqu'au son point virtuel d'extension. C'est assez bluffant que ces distances soient les mêmes, hein. Et ça peut arriver, se produire uniquement quand on a dimensionné la carte exactement à la bonne configuration d'angle et de taille. Hein. Ça c'est assez impressionnant. Ça. Et ça, on l'a trouvé très tard. Hein. Ça, c'est des constatations qui ont été faites beaucoup plus tard. Donc ça, c'est la vérification numéro 3. Vérification numéro 4. Alors, feuille de pompe ou pas feuille de pompe? Non, c'est bon, je me rappelle. Quand on trace, vous vous rappelez de ce fameux, la ligne vert là, hein, c'est le V de vert que moi j'avais trouvé exactement tape dans le cadran. Et moi, c'était la première chose que j'ai trouvée sur cette carte qui m'intriguait. Et on a vu qu'elle continuait jusqu'à Round Island et elle est pure est-ouest. Elle est orientée purement gauche-droite, est-ouest. Et bien en fait, quand on la crante sur Round Island, l'île de gauche, la petite île, il n'y a que 3 rochers sur cette île. Ça, c'est pas un rocher, c'est une espèce de petit phare pour éviter que les bateaux rentrent dedans. Et il y a un rocher ici et un rocher ici. Il n'y en a que 3 sur l'île. Alors, vous pouvez me dire, il y a peut-être des gens qui les ont mis là, ces rochers. Ça se serait vu. Hein, si on regarde la baie de Mahone, il y a des habitations à 30 mètres de là. Hein, c'est l'île la plus proche des côtes. Ça se verrait. Et puis, un rocher de 5 tonnes, ça se déplace pas avec 3 mecs et une pelle. Il faut des excavatrices et tout. Donc nous, on pense que ces rochers sont là depuis le début. Ils ont fait au moins 200 ans qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas bougé. Eh bien, cette ligne est-ouest qui est là, c'est celle-là. Hein, c'est celle-là. Cette ligne est-ouest,
elle va aller flirter avec ce rocher, et tout comme le V de vert, on voit qu'il y a un troisième rocher dont l'angle 21 degrés correspond à un autre angle 21 degrés qui est de l'autre côté, c'est l'angle entre le V de vert et le cadran. Donc de toute façon, ne serait-ce que ces deux rochers par deux rochers ne passent qu'une ligne, et ben cette ligne est-ouest, elle va attaquer le V de vert, c'est comme ça. Ça aussi, c'est arrivé tard, de se rendre compte que sur Round Island, d'abord on n'avait pas de bonnes photos en haute définition, même avec Google Earth, et c'est assez tard que Michael a dit mais bon sang, elle va pas n'importe où sur Round Island, elle va exactement comme si en fait, vous commencez de là avec ce premier rocher, ce deuxième rocher, vous commencez de l'atterrissage et vous allez chercher le 429 Extension Point, c'est pas très compliqué, hein. Vous prenez un mât avec une lumière, vous prenez une pierre avec un trou, et puis voilà, vous le faites votre alignement, hein, même à l'époque, hein. Ça c'est pas ce qui est complexe. Mais quand la carte de Zina est correctement positionnée, la ligne de vert, la vert line qui passe par le milieu du cadran, elle rencontre les deux pierres, et les 2 pierres sur 3 de Round Island. Ensuite, vérification numéro 5. Vous voyez ici, c'est Round Island. C'est l'île qu'on vient de voir à l'instant. Et l'instruction, c'est la anse. Et vous voyez ces petits trucs-là, il n'y a pas ça sur l'île. Et l'île, elle déborde pas. Hein. Si je veux faire une île qui déborde pas, elle déborde pas. Et ben, ils ont fait déborder. Et ils ont fait déborder, regardez encore cette structure, ça fait ça. Ah, encore mon histoire d'échelle et encore mon histoire. Ça, c'est une clou, hein. Il y a ça et ça redescend. Ce qui n'est pas le cas ici. Et le diable se cache dans les détails. Mais en fait, vous le voyez ici, Michael a compris que cette ligne, voilà, il fallait la tirer. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, il a tiré cette ligne, rose. Et puis moi, dès le début, j'avais tiré les lignes qui passent par les centres du barque et du bateau. Ben, quand on prend celle de la barque, rose, c'est donc celle-ci, on voit qu'elles intersectent. On voit qu'elles intersectent à ce point. Et qui est exactement le point d'intersection de la vert line que je vous avais parlé tout à l'heure. Tout arrive au même endroit. Ah, pardon, j'ai menti. Tout n'arrive pas au même endroit. Vous voyez la vert line, elle doit être 15 cm au-dessus du cône. Et Michael dit, ben du coup, elle passe pas par le cône. Hein. Arrête de rêver. Par contre, ma ligne rose, je reviens une étape en arrière, cette ligne rose et cette ligne rose, elle passe par le pied de la croix de Nolan, c'est-à-dire le cône D. Et non seulement les lignes passent par le cône D quand la carte est correctement positionnée, mais en plus, la croix de Nolan, qui est ici, enfin, je l'ai mal dessiné, pardon, qui est là, eh bien, le corps de la croix de Nolan, c'est la bisectrice de l'angle des lignes roses. Hein, si ici j'ai X degrés, et bien ici aussi j'ai X degrés, elle coupe exactement au milieu. Et pour arriver à cette fantaisie géométrique, il n'y a qu'un seul moyen, c'est que la carte de Zina soit exactement dans cette orientation gauche-droite ou pivotale. C'est le seul moyen. Je fais bouger la carte de 1 degré à droite, c'est plus la bisectrice, c'est fini. Et ça aussi, en fait Michael pense que c'est le point le plus important de ça. C'est la vérification ultime. C'est que pour arriver à faire ça, il faut vraiment, enfin déjà l'architecte qui a fait la carte, l'auteur de la carte, comment dire, est vraiment tordu parce que nous faire tracer la ligne de Round Island, et pourtant je suis désolé, hein, le marqueur, il y est, hein, il nous le dit, hein, fais ça avec ton truc. Et la petite clou, il est là. Rappelez-vous, le petit vert, il dit il y a un petit V qui erre. Mon petit V qui erre, il est là, mon petit V. À l'envers. Hein, il est à l'envers. Mais c'est vraiment comme ça. C'est comme ça qu'on a trouvé. Hein, ils sont tordus, les mecs qui ont fait ça. Hein, et ils nous embarquent dans des sacrés voyages. Donc vraiment, là, le coup de la bisectrice et le fait que la croix de Nolan, c'est vraiment la référence. Hein. Le triangle de Peter et la croix de Nolan sont vraiment les deux références. Vérification numéro 6, lorsque la carte de Zina est correctement positionnée, et bien, comme je vous l'ai dit, l'axe nord-sud du cadran, il est là, c'est celui-là, et bien il va aligner le triangle de pierre, le Hawk Entrance, la hampe et surtout le cône. Ok, la hampe, c'est un point virtuel que la carte nous donne finalement par le centre du cadran. Le Hawk Entrance, c'est pas représenté sur l'île par rien. Le triangle de Peter, oui. Donc au final, quand on relie le triangle de Peter, qui a existé à un moment, et le cône A, qui est le haut de la croix de Nolan, eh ben on se rend compte qu'il y a un alignement de la hampe. Ça, c'est le design de l'île. C'est comme ça que les architectes de l'île l'ont monté. La hampe et
l'entrée du tunnel de 522 pieds qui est entre ça et ça, donc 522 pieds anciens, est alignée sur le triangle de Pierre. C'est le triangle de Pierre qui a tout commencé en fait. Et ça, je vais vous le dire dans un instant. Et ça, encore une fois, on se serait planté d'alignement, on se serait planté de dimension, on n'arrivait pas à cet effet. Et enfin, le dernier, lorsque la carte de Zina est correctement positionnée, alors là, quand il m'a montré ça il y a un mois, ça c'est tout frais, Michael a eu l'intuition de dire, c'est quoi la distance entre l'atterrissage que nous on connaît, puisque nous on l'a déterminé par, ça vient de ce point, le 429 extension et le set point, qu'on avait le set point par l'autre clou, donc le set point on l'avait, le 429 on l'avait, donc on a pu déterminer ce point. Et bien de ce point au triangle de Peter, c'est exactement la même distance que du triangle de Peter au rocher de gauche sur lequel est enregistrée la Verline. Waouh! Quand il m'a dit ça, j'ai dit c'est pas possible. Et il me dit mais si, c'est possible parce que ça a été choisi ainsi. Je dis comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, et c'est ce que je vous ai mis là, hein, il me dit en fait les concepteurs sont arrivés en bateau un beau jour, on va prendre ça comme hypothèse, et de ce point, on cherchait sur l'île un point équidistant à la pierre de gauche qu'ils allaient se servir comme référence. Et la distance qui est là, c'est la distance qui est là, et le centre, c'est le triangle de Peter. Donc Michael pense que la première chose qu'ils ont fait, c'est de poser le triangle de Pierre, de poser la croix de Nolan, et tout le reste a été construit à partir de ces marqueurs initiaux. Quelqu'un a posé en anglais la question, ou je sais plus si c'est en français, comment on fait pour mesurer ça? C'est facile, on prend une... Alors il y a deux façons pour moi. On prend un câble ou un bout de corde, hein, et puis on le prend de là, on marque où ça prend, et puis on le fait pivoter, et on va chercher un point sur l'île, c'est une façon. Il y a d'autres façons de faire. On pourrait avoir, par exemple, un bateau avec une longueur L qui est connue, un bateau qui est ici, et là, par trigonométrie, on va pouvoir recalculer les distances parce qu'on a des triangles rectangles qui vont s'associer. Je pense qu'il y a moyen mathématiquement et géométriquement de s'assurer que le point ici est correctement positionné. Et ça, encore une fois, pourquoi c'est un lien avec la carte de Zina? Parce que on voit bien que ce point et ce point ont été choisis par l'architecte à partir pour déterminer le triangle de Pierre. Mais nous, on ne savait pas ça. Nous, on s'en est servi parce qu'on l'avait trouvé avec nos clous que l'atterrissage était là, et que si la carte de Zina, hein, qui est en gros est positionnée comme ça, si on l'avait dévié de quelques degrés à droite, quelques degrés à gauche, si on l'avait bougé à gauche, à droite ou changé la taille, on n'arrivait plus à fabriquer l'effet qui fait qu'on a aligné set point 429. 429, il existe sur l'île, il est virtuel, il vient pas de la carte, mais le set point il vient de la carte. Enfin, il vient de la carte, sauf qu'on sait que maintenant il vient aussi des rochers percés. Donc tout ça est un ensemble qui quelque part confirme le positionnement, la valeur, l'intérêt qu'on a pour la carte de Zina, parce que ça fait quand même 7 vérifications, que si on s'était planté, ça produirait pas cet effet. Voilà, je vous remercie beaucoup, j'espère que c'était intéressant. On va commencer un autre cycle maintenant, qui va être beaucoup plus graphique. Si vous aimez, souscrivez si vous ne l'avez pas fait, commentez si vous le voulez. Je vous rappelle que cette vidéo est dans une playlist française avec toutes les autres vidéos. Et je vous remercie beaucoup pour suivre la chaîne. À bientôt, au revoir.